Salut! Aujourd'hui, il fait excessivement beau. C'est le début du mois d'août et c'est un temps de l'année où je suis particulièrement occupé. Donc, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos dernièrement et je m'en excuse. Mais j'espère pouvoir compléter cette petite vite pour Martin. Martin me pose une question à propos du centrage de poinçons et de matrices lorsqu'on utilise des semelles porte-poinçons et matrices. Là, l'alignement de poinçons et de matrices dans des semelles porte-poinçons et porte-matrices, ce n'est pas quelque chose qui intéresse nécessairement beaucoup de gens. Mais ce sujet me permettra d'introduire deux choses importantes. La première, c'est une notion, et le deuxième, c'est un outil. La notion, c'est tout le fonctionnement des coupes par cisaillement, qui n'est pas du tout la même chose que la production de copeaux qu'on a vu dans nos vidéos jusqu'à date. Donc ça serait quelque chose d'important à comprendre. Et la deuxième chose, c'est le matériel cale d'épaisseur, qui est un outil dans le fond. Ce sont des feuilles métalliques d'épaisseur très précise qu'on peut utiliser lors d'assemblages très précis. Donc on va regarder cet outil-là. Alors, montons à l'atelier et regardons ça. Salut! Bon, des poinçons et des matrices. Commençons au début. Le poinçon et matrice est un outil de coupe en deux parties. Il y a le côté mâle qui est le poinçon et le côté femelle qui est la matrice. Les deux, lorsqu'assemblés, forment un outil de coupe. Comment ça fonctionne? On va le démontrer avec quelque chose qu'on connaît tous parce qu'on l'utilise depuis notre tendre enfance. Et ça, c'est un poinçon à papier. Tadam! Bon, le poinçon à papier est un exemple d'un poinçon à matrice. On a les poinçons, on a la matrice. Mais c'est un mauvais exemple pour nous, puisque le poinçon à papier est un poinçon qu'on dit de zéro dégagement. Et ça veut dire que le poinçon a, à toute fin pratique, le même diamètre que le trou dans la matrice. Il n'y a pas de dégagement autour. Et ça fonctionne bien pour des matières fibreuses, organiques, comme le papier, comme des feuilles de plastique. Mais ça fonctionne très mal pour les métaux. Bon, j'ai devant moi différents poinçons et matrices pour démontrer les différents types de situations qu'on peut avoir. Et on a ici un poinçon et matrice rond pour produire des trous. Même chose ici, poinçon et matrice, mais carré cette fois-ci. Et ces types de poinçons et matrices-ci se montent directement dans une presse dédiée. Il n'y a pas d'ensemble de semelles poinçons et matrices ici pour ce type de poinçon-là. Mais on remarquera qu'il y a un jeu. Il y a un jeu entre le poinçon et la matrice. Et ce jeu-là est là pour permettre l'action de coupe. La coupe ici est très différente du poinçon et papier ou est encore très différente de l'action de coupe qu'on a avec nos outils de coupe normales et sur nos machines-outils, comme nos tours, nos fraiseuses, etc. Donc ici, c'est réellement un déchirement contrôlé, avec un peu de déformation plastique. Et ce jeu-là, entre le poinçon et la matrice, elle est importante. Combien de jeux qu'on va avoir besoin? Ça dépend de l'épaisseur de la matière et du genre de matière qu'on est en train de couper. Donc, j'ai ici différents types. Qu'on monte, les deux premiers ici, qu'on monte directement dans une presse. Il n'y a pas d'ensemble de semelles. Et un ensemble plus complexe ici, qui est fait pour être monté sur des semelles porte-poinçon et porte-matrice, un ensemble de semelles. Et on peut voir que c'est beaucoup plus complexe. Ici, les trous d'assemblage sont directement dans la bride du poinçon, donc ils font toutes partie du même ensemble. Même chose pour la matrice, les trous d'assemblage font partie de la matrice. Et ça va être monté sur un ensemble de semelles.
Et ce dernier exemple-ci va être monté également sur un ensemble de semelles. Mais on remarquera que les vis de serrage ne feront pas partie de l'épaulement de ce poinçon-ci. Et que celui-ci, ben, on va avoir besoin d'un porte-poinçon qui, lui, va se monter sur la semelle. Donc, c'est un assemblage un peu différent. Dans le premier cas ici, on avait nos deux petits poinçons et matrices qui se montaient directement dans la presse. Et puisqu'ils se montent dans des petites presses qui sont serrées et précis, bien, on n'a pas besoin d'ensemble de semelles pour ces poinçons-là. Par contre, dans le deuxième exemple ici, on a quelque chose de pas mal plus massif qui va se monter dans une grosse presse. Et les grosses presses ont beaucoup de lousse dans leur mouvement. Là, 2 millièmes, c'est beaucoup de lousse, OK, pour nous autres, parce qu'on parle ici d'un alignement en dedans de quelques 10 millièmes de pouce. Bon, bien, s'il y a du lousse dans la presse, il va falloir utiliser quelque chose ou un outillage secondaire pour maintenir l'alignement entre le poinçon et la matrice. Et les semelles servent à ça. Là, moi, je n'ai pas gardé d'ensemble de semelles quand j'ai pris ma retraite. J'ai juste gardé quelques poinçons comme souvenir, je suppose. Mais j'ai quand même une image d'un ensemble de semelles. Et on peut voir la partie inférieure de la semelle sur laquelle est montée la matrice, la partie supérieure sur laquelle est monté le poinçon. Et en plus, on a deux douilles d'alignement et deux goujons d'alignement. Bon, ben, c'est ces douilles et goujons qui maintiennent un alignement ou un positionnement précis entre le poinçon et la matrice, même si la presse elle-même n'est pas tellement précise. Et ça nous amène à la question de Martin. Martin nous a posé la question de comment aligner le poinçon et la matrice lorsqu'on a à les monter dans un ensemble de semelles, porte, poinçon et matrice. La réponse semblerait très simple. Et ce serait de juste assembler les deux, de serrer tout en place, et voilà, le tour est joué. Mais il y a un problème. Et ça, c'est le jeu. On sait qu'il y a un lousse entre le poinçon et la matrice. Donc, c'est important pour nous de comprendre le rôle de ce lousse-là. Fait allons voir comment une coupe de cisaillement dans le métal fonctionne. Puis on pourra comprendre l'importance du jeu après ça. Donc, j'ai mon poinçon, mon petit poinçon d'1 pouce. Ben, en réalité, ici, c'est 1 pouce et 1/8. Et ma petite matrice. Et le poinçon est fait pour s'insérer dans la matrice avec un petit montant de dégagement. Mais en réalité, c'est important de savoir que le poinçon ne s'insère pas profondément dans la matrice, juste assez creux pour séparer la pièce qu'on essaye de couper. Fait que regardons l'action de coupe. On a ici une représentation d'un poinçon qui descend de la pièce brute, la bande de travail duquel je vais découper ma pièce ou mon flanc, de la matrice que j'ai coupée en deux puis que je monte en hachurage pour qu'on puisse voir à l'intérieur, pour constater qu'il y a une petite portion du trou qui est parallèle et qu'ensuite on a une ouverture conique. Et ça, c'est simplement dû au fait que le diamètre de la pièce qui sort de cette action de coupe-là est représenté ou est défini par le diamètre du trou dans la matrice. C'est la matrice qui contrôle le diamètre de la pièce. Et c'est le poinçon qui contrôle le diamètre du trou. Donc, une fois coupé, la bande 2 va être prisonnière du poinçon, mais le flanc ou la pièce que je viens de découper va être prisonnière de la matrice. Si j'avais un trou parallèle à travers la matrice, bien, avant que les pièces puissent tomber en bas, j'en accumulerais une grosse quantité à l'intérieur là, et ça augmenterait beaucoup le tonnage que j'ai besoin pour découper d'autres pièces. Ça pourrait être problématique. Donc,
j'ai le poinçon qui poinçonne et qui forme mon flanc ou ma pièce en bas. Mais c'est quoi cette action de coupe-là? Parce que c'est important d'avoir une bonne action de coupe. Et l'action de coupe, c'est contrôlée par le dégagement entre le poinçon et la matrice. Fait que regardons ce qui se passe. Je prends le coin ou le bout du flanc qui sort de la matrice ici et je l'amplifie pour le voir ici. Et je constate que au début, en bas ici, j'ai une portion qui est parallèle, qui est représentée en noir, qui a un beau fini et qui est bien droit et qui a un diamètre précisément égal au diamètre de ma matrice. Okay? Ça, c'est la portion malléabilité ou ductilité, ou si on aime mieux, la portion déformation plastique. Parce que quand le poinçon commence à frapper la pièce, elle le déforme premièrement en le poussant à l'intérieur du trou de la matrice. Et puisque la matière est ductile, bien, la matière s'effoire vers les côtés et vient épouser les côtés de la matrice. Ce qui me donne ma portion réellement parallèle et belle et droite et carrée et tout. Je pourrais avoir au tout début ici un léger rayon parce qu'évidemment je suis en train de le forcer à travers. Là, ce que je ne peux pas faire ici, parce que ça ne marchera juste pas, c'est forcer toute la pièce à travers. Ce n'est pas de l'extrusion ici, c'est du découpage. Parce que si j'essayais de forcer la pièce complètement à travers, fort probablement, ce qui finirait par arriver, c'est que le bord finirait par se souder. Et j'ai besoin de cette déformation-là, suivie de la deuxième phase, qui va être ce déchirement-là en bleu, qui va aller rejoindre l'autre côté de la bande d'œuvre. Donc, déformation et déchirement. Et je dois contrôler ça. Je vais toujours avoir un tiers à une demi de déformation et le reste en déchirement. Ça peut varier dépendant de la ductilité de la matière et de son épaisseur. Et le type de matière également. Et au bout, en haut ici, j'ai normalement une petite bavure qui va être petite si je contrôle bien mes dégagements. Si je les contrôle mal, ça peut être désastreux. Là, ça, c'est ce qui devrait arriver. Déformation au début, puis ensuite déchirement et éjection du flanc, avec un petit rayon au début, puis une petite bavure à la fin. Mais qu'est-ce qui arriverait si j'avais trop ou pas assez de dégagement? Bien, commençons avec trop de dégagement. Si j'ai trop de dégagement, je n'aurai pas l'action de compression et de déformation que j'ai besoin pour avoir un beau diamètre au début de ma pièce. Et c'est ça que je veux, c'est de même que je vais contrôler mes dimensions avec précision. Donc, trop de dégagement va être très peu ou presque pas de compression et beaucoup de déchirure. Bien, évidemment, si je déchire la pièce presque entièrement, ce que je vais avoir au début, c'est un gros rayon et à la fin, je vais avoir une énorme bavure. Puis je vais avoir besoin de beaucoup de tonnage puis beaucoup de mouvement sur ma presse, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. Et c'est pas bon. Trop de dégagement, ça donne pas un beau fini. Et les bavures sont tellement grosses sur la pièce comme sur la bande d'œuvre que je peux même coincer ma bande d'œuvre dans ma matrice si la bavure est trop grosse, donc trop de déchirement. Puis à ce moment-là, ça va vouloir dire désassembler la presse presque au complet pour pouvoir retirer la bande d'œuvre et réajuster toute la chose. Pas une bonne situation. Si par contre, je n'ai pas assez de dégagement, parce qu'on pourrait être tenté ici de dire « Oh, je vais mettre très peu de dégagement, puis je vais avoir un beau fini tout le long. » Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une quantité de déformation que je peux endurer, mais trop de déformation, ça va faire des coupes doubles et même triples. Puis ça veut dire que pas assez de dégagement, je vais avoir une déformation. Il va essayer de déchirer, mais il ne réussira pas à déchirer parce qu'il n'y a juste pas assez d'espace. Puis ce qui va arriver, il va y avoir une recompression. Donc, déchirure partielle, recompression, déchirure partielle, recompression, et ainsi de suite, jusqu'à temps que la pièce sorte. Mais à chaque fois que je recompresse la matière, j'augmente le tonnage requis. Puis les chances que je coince ma pièce dans ma matrice avec mon poinçon inclus, sont très élevées ici. Puis c'est pas du tout une bonne chose.
la pièce va finir par se souder aux parois de la matrice et ça ne fonctionnera pas bien, en tout cas pas longtemps. Puis encore une fois, ça va requérir beaucoup plus de tonnage. Je cours après le trou. C'est important d'avoir juste le bon montant de dégagement pour avoir une action de coupe efficace. Bien ça nous ramène à la question originale de Martin qui voulait savoir comment centrer le poinçon et la matrice dans un ensemble de semelles, poinçon, porte, poinçon et matrice. Ça ne répond pas à sa question. Mais ça nous indique quelque chose d'important. Il faut que j'aille le bon dégagement et il faut que j'aille le bon dégagement tout le tour du poinçon et de la matrice. Si j'ai besoin de 2 millièmes de dégagement par côté sur un poinçon pour couper une matière à une telle épaisseur, ben j'ai besoin de 2 millièmes par côté, pas 3 millièmes d'un bord et 1 millième de l'autre, ou 4 millièmes d'un bord et 0 millième de l'autre, parce que je vais avoir des coupes variables et un résultat piteux. Je veux mon dégagement égal tout le tour. Et ça va me donner mon fini correct tout le tour. Ça, c'est important. Et c'est là que les ensembles de semelles, porte, poinçon et matrice rentrent en jeu. Et c'est là qu'on va vouloir utiliser nos cales d'épaisseur. Regardons comment les utiliser pour centrer les deux correctement. La question qui nous est posée, c'est comment aligner le poinçon et la matrice lorsqu'on a à les monter sur des semelles porte-poinçon et porte-matrice. Pour ne pas rendre les choses trop simples, j'ai choisi d'utiliser comme exemple mon poinçon et ma matrice un peu plus complexes. Fait que regardons ce qu'on a devant nous ici d'un peu plus proche. Alors, j'ai mon poinçon et ses trous. Le poinçon est fabriqué à partir d'un bloc massif d'acier à outils. Ce poinçon-ci est déjà trempé et revenu à environ 60 Rockwell, donc très dur et très résistant. Il le faut, c'est un outil de coupe après tout. Et j'ai à côté la matrice qui est usinée également à partir d'un bloc massif d'acier à outils et qui également est trempé et revenu à 60 Rockwell. Donc également très dur et très résistant. Le fait qu'ils soient tous deux conçus entièrement d'acier à outils, ben c'est important, puis on va voir pourquoi tantôt. Mais regardons nos trous. On a deux petits trous ici, et ces trous-là ont affaire à les buter pour le bon fonctionnement du poinçon et matrice. Et puisque ce n'est pas un cours de conception d'outils, ben, je ne parlerai pas de ces deux trous-là pour aujourd'hui. Mais les autres ont affaire avec la fixation. Fait que regardons. J'ai 4 plus gros trous qui sont des trous de dégagement. Ça veut dire qu'ils sont légèrement plus gros que le diamètre de la vis qui va passer à travers. Ils ne sont pas filetés. Ce sont des trous de dégagement. Donc une vis, un quart, va passer à travers ces trous-là. Et je veux qu'il y ait un petit peu de lousse entre la vis et le trou. Donc ils ont été percés à peu près un 32e de pouce plus gros qu'un quart de pouce. Ça fait que ça, c'est mes 4 trous ici. Et j'ai 2 trous de 3/16e de pouce de diamètre qui sont des trous qui passent bord en bord de la pièce, qui sont pour des goujons de positionnement. Donc, ces goujons-là sont très précis, excusez, et on va les installer ici. Là, c'est important de dire que ces trous-là sont percés bord en bord, parce que le goujon doit pouvoir sortir de chaque côté. Mais il est également important, même si je n'avais pas besoin de percer ces trous-là bord en bord, puisque un goujon inséré dans une pièce d'acier à outils, mais si je n'ai pas de trou de l'autre bord, ben, ça peut devenir un assemblage permanent très vite. Le trou de l'autre côté est très important pour laisser sortir l'air et également pour m'aider au désassemblage. Là, le goujon est durci et la pièce est durcie. Donc, ce trou-là a été percé, a été alésé et a été rodé pour avoir ce que j'appelle un assemblage par pression de doigt. Et ça veut dire que lorsque je mets un goujon dans le trou, si je pèse dessus avec mon doigt, je suis capable de l'insérer dedans, mais qu'il ne tombe pas dans le trou par lui-même. Donc, très précis comme diamètre.
Et ça, c'est important. Donc ça a déjà été fait de cette façon-là. Ces trous-là sont complétés. Si je regarde mon poinçon maintenant, je peux voir que j'ai également 4 trous. Dans ce cas-ci, ce sont des trous chambrés. Et ce sont des trous de dégagement également. Donc la vis passe à travers, mais ce ne sont pas filetés dedans. Ce n'est pas une bonne idée de fileter de l'acier à outils. Si on peut fileter la partie arrière sur laquelle le poinçon est monté ou la matrice et fileter de cette façon-là, bien ça c'est beaucoup mieux. Ici, ce ne sont encore que des trous de dégagement chambrés pour des vis à 6 pans creux de bonne qualité. Et on voit qu'on a également 2 trous pour 2 goujons de positionnement qui ont été percés, alésés et rodés très précisément à 1/4 de pouce pour encore ici avoir un assemblage par pression de doigt. Très très important lorsque je mets un acier dur dans un acier dur qu'il ne soit pas un assemblage par interférence. Mais ce que je ne veux pas ici, c'est du jeu. Donc c'est un assemblage excessivement précis que je veux ici. Bon, mais ça c'est ce que j'ai. Et je les dispose de cette façon-là pour vous aider à voir que lui va dans lui. Puis c'est plus facile pour la plupart du monde de voir ça. Mais on va aller maintenant au tableau blanc. Et pour ça, je vais faire un dessin. Et dans mon dessin, je vais disposer mes pièces un peu différemment. Je vais les disposer comme ça. Et en les disposant de cette façon-là, bien, ça va être plus facile de voir mon positionnement sur ma semelle supérieure et ma semelle inférieure. Puisque ça va être un miroir. Okay? Donc, allons à notre tableau blanc et regardons comment positionner ces outils-là sur les semelles. Donc, on a notre poinçon et on a notre matrice. Et moi, lorsque je conçois un poinçon et matrice ou je conçois n'importe quoi qui a à s'assembler, si je peux, j'ai tendance à faire mon design à partir du centre des entités qui vont s'assembler parce que ça simplifie tellement de choses pour l'assemblage que c'est même pas drôle. Et c'est ce que j'ai fait ici. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir que vous trouviez le centre de vos poinçons pour l'assemblage sur les porte-poinçons. Donc, pour ça, on va regarder. Dans le cas du poinçon ici et de la matrice, bien, si je prends mon repéreur de bords à ressort antagoniste, on a vu comment repérer les bords dans une autre vidéo, et je trouve le côté du poinçon et le côté du poinçon, et je le tourne au milieu, donc côté 0, côté chiffre divisé par 2, je reviens au centre, et je me replace à 0 là, je trouve le centre du poinçon. Même chose dans le Y, X0 trouvé, Y, 0, chiffre, revient au milieu, remet à 0, j'ai mon X, Y0 au centre. Et de ce centre-là, j'ai positionné mes 4 trous d'assemblage. Donc, je sais, lors de la conception, quelle est la distance qui sépare le centre de mon poinçon. Pas de l'assemblage ou de l'épaulement du poinçon. Le centre de la partie coupante du poinçon par rapport à mes 4 trous d'assemblage. Là, je ne parle pas ici des trous de goujon qui sont très importants pour le positionnement. Ça va venir plus tard. Pour tout de suite, ce qu'on regarde, c'est ces 4 trous-là et comment monter ce poinçon-là sur la semelle supérieure. Donc, je sais que 0, 0 va être au centre du poinçon. Et j'ai la même chose en bas. Intérieur 0, intérieur 0, 0 dans X. Intérieur 0, intérieur 0. Je retourne à moitié. Y 0. J'ai mon 0, 0. Et j'ai le positionnement, puisque je l'ai conçu comme ça, de mes 4 trous d'assemblage par rapport à ce 0-là. Mais si je sais que je travaille sur le centre, et sur le centre. Ce qui est bien beau avec ça, c'est que le centre du poinçon est le même centre que le centre de la matrice, même si les deux n'ont pas la même dimension. Et c'est pour ça que ça simplifie tellement. Je sais que le poinçon doit être plus petit que la matrice. Je n'ai pas le choix. On en a parlé au début de la vidéo. Mais même s'il est plus petit, son centre est le même.
dans les deux cas. Et ça simplifie ma vie là, phénoménalement. Donc, j'ai deux entités de dimensions différentes, mais qui ont le même centre. Comment est-ce que je peux rapporter ça aux semelles? Bon, mais si je regarde semelles supérieures, semelles inférieures, qui ont été ouverts comme un livre. OK? Donc, ouvert et redéposé. Semelle supérieure, semelle inférieure. C'est important, ça, parce que le poteau guide que j'ai ici est le même poteau, le même centre que le douille guide que j'ai ici. Donc, ça veut dire que je peux me positionner à partir de ce poteau guide-là et je vais arriver au même endroit sur les deux, supérieur ou inférieur, à une condition que j'ai bien aligné mes poteaux guides sur la semelle inférieure dans l'axe X, sur la fraiseuse, et un autre jour, lorsque je travaille sur le dessus, que j'ai bien aligné les douilles guides dans l'axe X lorsque je vais travailler sur le dessus de l'assemblage des semelles. Donc, une fois que je sais que je suis bien aligné sur ma fraiseuse, je peux venir indiquer mon poteau guide, et en autant que je ne me trompe pas de base, pour ça que c'est important de savoir comment on l'a en miroir, et je peux partir dire, ça c'est mon zéro, et je veux que le centre dans ce cas-ci il est en bas, le centre de ma matrice soit à Y temps et X temps de ce zéro-là. Là, Martin, puisque c'est pour toi la question, c'est pas un cours de design de poinçons. J'ai enseigné plusieurs années le cours de conception d'outils où on parlait de poinçons et matrices. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans et ça sera peut-être un jour une série de vidéos que je pourrais faire. Mais pour tout de suite, je veux juste dire qu'on veut que le centre du tonnage, le centre de la force qui va être appliquée sur le poinçon, mais se situe à peu près au-dessus du tenon de la semelle supérieure, la partie qui est tenue par le bras qui descend de la presse. Et ça, c'est à peu près au centre ici. Là. Je fais ça approximatif, c'est un sketch, là, c'est pas important. Mais je voudrais que ce centre-là soit à peu près le centre. Dans mon cas ici, la force va être à peu près au milieu, là, on va dire à peu près, et que ça serait mon milieu. Donc, Y et X. Ça, c'est mon horloge. Homer Simpson. Bon, ben, pour nous autres, ça, le X et le Y, ben, c'est quelque chose que je décide au point de départ ce que je veux avoir. Donc, je repère mon poteau guide, je me déplace Y, je me déplace X. Mon nouveau 0, 0 se situe exactement où je veux l'avoir, au-dessus du tenon de l'assemblage des semelles. Et à partir de là, je vais venir positionner mes 4 trous. Je fais fi des goujons à ce moment-ci. Je vais juste venir placer 1, 2, 3 et 4. OK? C'est très grossièrement dessiné, c'est pas grave. Ces trous-là, je suis facilement capable de les positionner en dedans de 3, 4 ou même 5 millièmes de pouce. Il faudrait quasiment être aveugle pour manquer ça. Donc 5 millièmes de pouce, là, ça commence à pousser. Le 3, là, facilement, on est capable de l'avoir. Ce qui veut dire que lorsque je prends cette matrice-là et je la visse sur la semelle inférieure, bien, elle va être proche d'être bien positionnée. Je dis proche, parce qu'elle va avoir un petit peu de lousse. Rappelez-vous, mes 4 vis d'assemblage, les trous, je les ai surdimensionnés. Je les ai placés à peu près à 1/32e de pouce au-dessus d'un quart, parce que c'est des vis d'un quart. Ce qui veut dire que je vais avoir à peu près un 64e de jeu de chaque côté du zéro de la vis. Puis ça, c'est important, parce que quand je prends ça et je le mets ici, je vais serrer mes vis, mais pas très serrées. Je vais juste les mettre assez serrées pour tenir la matrice en place, mais qui me permettrait quand même de la déplacer avec un poinçon de laiton, un petit peu d'un bord ou de l'autre. Je vais faire la même chose avec le poinçon supérieur. Puis je vais finir avec les 4 trous. Donc, important ici aussi de se rappeler que ces trous-là, c'est des trous de dégagement, mais que les trous que je perce ici, c'est des trous taraudés. Hein? La vis va passer à travers ces outils-là, puis va les fixer sur les semelles.
Bon, ceci étant dit, ça va amener les pièces à être proches en alignement. Mais c'est à partir de là que mes cales d'épaisseur vont entrer en jeu pour le positionnement final. Fait que retournons à mon petit marbre circulaire, puis regardons la suite de comment on peut utiliser des cales d'épaisseur pour aligner aussi parfaitement que possible, en tout cas certainement en dedans de quelques 10 millièmes de pouce, notre poinçon et notre matrice. Donc ça c'est mon matériel de cale d'épaisseur, puis on peut voir que je n'ai plusieurs épaisseurs différentes et qu'ils ont déjà été coupés beaucoup, parce que c'est un ensemble que je possède depuis déjà plusieurs années, fait qu'il a été usé souvent. Et je vais utiliser ça pour caler mon poinçon carré, je vais prendre ça comme exemple, avec mon trou carré ici dans ma matrice, pour qu'il soit juste légèrement serré dans le trou. Je ne veux pas le coincer là, je veux juste le positionner. Fait il va falloir que je sache combien. J'ai mesuré le poinçon et la matrice dans ce cas-ci pour déterminer que 3 millièmes de pouce par bord serait une bonne épaisseur de cale pour le positionner. J'ai donc pris ma feuille 3 millièmes de pouce et je vais couper une bande. Là, pour le positionner, je vais avoir besoin de 4 petits morceaux de cette cale d'épaisseur. Donc, je vais couper à l'aide d'une paire de cisailles très lisses et bien affûtées. Okay? Je ne veux pas de dents sur mes ciseaux ici. Je ne veux pas créer un côté là, qui est rugueux. Quelque chose de lisse et bien coupant. Et je vais couper une bande. Bon, ben, cette bande-ci, lorsque je la coupe, ben, je crée une bavure. Donc, je vais brunir, une opération de brunissage à l'aide de quelque chose de dur et bien poli. Je vais venir effectuer un brunissage du côté que je viens de couper. Je vais faire les deux côtés de la pièce. Les deux bords. Pour être certain de ne pas avoir de bavure. Là, ce matériel-là est très précis en épaisseur, mais pas s'il y a des bavures sur la pièce. Donc, maintenant que j'ai cette bande-là, qui n'a pas de bavure, faites attention, c'est très coupant. Mais je vais vouloir le couper en 4 plus courtes bandes que je vais ensuite prendre et brunir. Enlever les bavures sur chaque bout coupé. Et ensuite venir plier en faisant attention de ne pas se couper juste le bout pour former quelque chose qui ressemble à un petit crochet. Okay? C'est juste pour empêcher la cale de tomber dans le trou en réalité. Et je vais finir avec quelque chose qui ressemble à ceci, qui sont mes 4 cales avec le bord plié et qui n'ont pas de bavure nulle part. Donc regardons comment utiliser ces 4 cales-là pour positionner mon poinçon dans la matrice. Bon, j'ai fignolé pas mal avec mon poinçon carré pour le caler ou le chimer dans ma matrice carrée. Principalement parce que tout ça est lousse. Normalement, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus facile, généralement parlant, parce que j'ai un certain contrôle. Mon poinçon est monté sur ma semelle supérieure. Peut-être pas complètement serrée, mais elle est quand même fixe. Et ma matrice, bien évidemment, elle est montée à l'aide de ces vis de montage sur la semelle inférieure. Et ça veut dire que je peux mettre la semelle supérieure sur la semelle inférieure et les poteaux guides et les douilles guides vont amener tout ça très proche d'être assemblé. Puis ensuite, je peux descendre mon poinçon
pour qu'il s'insère dans la matrice par 5 à 15 millièmes de pouce. Définitivement pas plus que 15. Donc, juste engager. Et ensuite, je peux mettre des cales d'épaisseur ou des blocs 1, 2, 3 ou quelque chose du genre pour maintenir une distance entre l'épaulement du poinçon et de la matrice. Okay? Je ne veux pas que les deux s'insèrent complètement. Juste 5 à 10 millièmes de pouce. Et puis, puisque mes poteaux guides et douilles guides sont là, et puisque le tout est serré, mais pas complètement serré, mais je peux jouer un petit peu pour qu'il s'aligne. Puis une fois qu'il est là, mais il est stable, et je peux, à l'aide d'une petite paire de pinces, prendre mes cales d'épaisseur et venir les insérer assez facilement, puisque tout est stable en place. Puis une fois que je suis calé tout le tour, ou chimé tout le tour, bien là, c'est le temps de serrer mes vis d'assemblage finalement en place pour que plus rien bouge par rapport au poteau guide et par rapport aux douilles guides des semelles. Et c'est là que les goujons rentrent en compte. C'est important de dire que je vais devoir désassembler ces composantes-là, même parfois régulièrement pour réaffûter, changer des choses, etc. Et chaque fois que je les désassemble, je vais vouloir les réassembler sans faire tout ce que je viens de faire. Je veux que ça se réaligne à tout coup. Bien, mes goujons vont m'aider avec ça. Et mes trous sont déjà produits à une dimension très précise d'un quart de pouce et sont dans des pièces d'acier trempé qui vont me servir de gabarit de perçage parfait pour guider des trous dans la semelle supérieure et inférieure. Donc, ce que je ferai ici, puisque mon poinçon est positionné et il est serré en place, je vais prendre ma semelle supérieure, l'enlever, le revirer de bord sur une perceuse ou une fraiseuse et venir percer à travers les trous déjà faits pour les douilles ou les goujons avec un fourret légèrement plus petit. Juste, je vais percer à travers ça qui s'est déjà percé et je vais percer dans ma semelle supérieure. Je vais ensuite prendre un alaisoir et je vais alaiser à travers ce trou précis dans ma pièce de la semelle supérieure et je vais avoir un trou parfaitement positionné. Je vais faire la même chose avec le deuxième goujon, trou de goujon, et ça va me donner deux trous de positionnement très précis que je vais pouvoir utiliser pour positionner mon poinçon sur ma semelle supérieure parfaitement à tout coup. Je vais pouvoir désassembler et réassembler à ma guise, ça va toujours s'aligner correctement. Je vais faire la même chose avec les trous de goujon de ma matrice. Puisqu'elle est en acier durci, je peux faire exactement la même opération d'alignement à l'aide de ces goujons-là. Puis une fois que tout a été aligné avec mes goujons, ben, je sais que ça va toujours s'aligner. Donc ça, c'est parfait. Et ça fonctionne bien parce que ma matrice et mon poinçon sont en acier trempé, donc très dur. Ils peuvent servir de guide pour mon alaisoir et pour mon foret. Et ça fait un travail très précis. Mais qu'est-ce qui arriverait si je n'ai pas des trous de goupille dans de l'acier trempé? Ce qui est le cas lorsque j'utilise des plaques ou des blocs porte-poinçon ou des blocs porte-matrice. Comment est-ce que j'approche ça? On va regarder ça. J'ai ici un poinçon qui est en acier à outils, mais qui n'a pas un épaulement. Il y a un épaulement ici, mais il n'y a pas de trou de vis dans l'épaulement qui permettrait de fixer ce poinçon-là directement sur la semelle supérieure, comme on a fait dans l'autre exemple. Il va falloir que ce poinçon-là soit monté dans un bloc et c'est le bloc qui va être fixé sur la semelle supérieure. Bon, mais pour monter ce poinçon-là dans un bloc de montage qui va être monté sur la semelle supérieure, c'est similaire à ce que j'ai fait avec l'autre. La différence principale, c'est que mes trous de fixation sont dans le bloc et pas dans le poinçon comme tel. D'autres différences, c'est que le bloc de montage pour le poinçon, qui n'a pas les trous intégralement faisant partie du poinçon, mais le bloc n'est pas trempé. Ça veut dire que je vais pré-percer mes trous de montage, mais que je ne monterai pas ou je ne percerai pas
mes trous pour les goujons tout de suite. Je vais faire tout ce que j'ai fait en fait d'alignement et de positionnement et je vais vraiment tout faire la même chose autre qu'il n'y a pas de trou de goujon dedans à l'avance. Une fois que tout est serré en place et positionné au bon endroit, je vais enlever la semelle supérieure avec le bloc de montage et avec le poinçon monté dedans. Et avant de défaire quoi que ce soit, je vais percer à travers le bloc de montage de poinçon et la semelle supérieure un trou et alaiser ce trou-là pour un goujon d'alignement. 2 goujons, hein, ça prend 2 goujons pour positionner dans l'espace. Et une fois que ces 2 goujons-là sont positionnés, ben c'est bon, je peux le désassembler, le réassembler à ma guise, les choses vont toujours s'aligner. Les poinçons et matrices, c'est un domaine assez vaste, et on pourrait faire plusieurs vidéos là-dessus. Ça ne m'intéresse pas particulièrement parce que je n'ai pas gardé aucun équipement pour faire ça. Mais si on a des questions, je pourrais toujours essayer d'y répondre. Par contre, Martin, je ne sais pas si ce que j'ai expliqué ici répond à la question que tu avais. Je l'espère. Mais si ça ne répond pas, écris-moi une note et je vais essayer de renchérir avec d'autres explications. Et pour tout le monde d'autre, ben, bon usinage!